Alors, j'étais en train de dire sur le point anatomique, nous savons que l'anatomie de la femme est constituée des organes génitaux externes et internes. Dans les organes génitaux internes, nous avons donc l'utérus, nous avons le vagin et également nous avons les trompes utérines qui sont donc ancragées au niveau des ovaires. Alors que les organes externes, nous avons donc la vulve, nous avons le grand et des petites lèvres, nous avons les clitoris, et puis nous avons donc les structures vestibulaires. Alors, en parlant des organes génitaux internes, on va voir donc l'utérus. On commence par les trompes. Les trompes, ce sont les conduits des 10 cm qui sont ancragés au niveau des ovaires. Alors, les trompes sont comme des récepteurs. Ils attendent l'ovogénèse après la maturation de follicule de dégraffe qui est mûr avec contenant en son sein l'ovocyte 2 qui sera libéré et puis voilà, va donc ramener cet ovocyte jusqu'au niveau donc de trompe pour permettre donc la fécondation. Comprenez qu'il y a certaines grossesses qui peuvent être interrompues à ce niveau vu que les trompes ne sont pas bien engagées au niveau des ovaires. Alors les trompes, vu leur grandeur, leur petitesse et leur vascularisation qui est précaire, n'arrivera pas à porter en son sein une grossesse. Raison pour laquelle nous aurons des grossesses ectopiques, donc des grossesses qui se développent en dehors de l'utérus, dans une certaine région donc de trompe. Là, c'est ce qu'il faut connaître. Les trompes utérines sont segmentées en trois parties. Nous avons donc l'isthme de trompe, nous avons l'ampoule et puis l'infundibulum. Ce sont les trois parties des trompes. L'utérus, c'est un organe qui vient juste après le vagin, donc en entrant, nous avons l'utérus. Alors, l'utérus, on a dit que sa forme, il ressemble donc à une poire renversée. L'utérus est 2 fois plus grande chez une primipare, chez une multipare que chez une primipare, c'est-à-dire la femme qui est fertile, mais qui est capable de mettre au monde, ou qui peut être enceinte, a la forme d'utérus plus petite par rapport à une femme qui a déjà mis au monde plusieurs fois. Donc, on appelle les multipares. L'utérus constitue une cause également de cancer de la femme, un deuxième cancer de la femme après le cancer de sein. Donc on dénombre 450 000 femmes qui sont susceptibles d'atteindre des cancers de l'utérus après le cancer d'un corps de sein. Et donc la moitié peuvent en mourir. C'est ça donc les recherches qui ramènent ces jours. Qu'est-ce qu'il faut encore ajouter sur l'utérus? Voilà, sa position. L'utérus se situe normalement en antéversion, ce qui veut dire en avant. Se situe un peu en avant en avant par rapport donc au vagin, ce qui veut dire qu'il est relié au vagin en avant, et puis de manière anormale ou lorsque chez une femme qui devient très vieille, l'utérus peut se retrouver en rétroversion. Donc en antéversion ou en rétroversion chez les femmes enceintes, normales ou jeunes, par rapport aux femmes qui sont vieilles ou aussi atteintes de certaines pathologies, donc qui peuvent se retrouver en rétroversion. Après l'utérus, nous avons le vagin. Le vagin, c'est comme un conduit aussi, bien sûr, qui fait suite donc, à la partie génitale interne de la femme, alors donc le vagin, l'utérus, et puis nous avons les trompes et les ovaires. Donc voilà un peu. Le vagin c'est juste un conduit qui permet également le coulement des menstrues, donc les flux menstruels. Il permet également donc le passage du bébé lors de la naissance. C'est ça le rôle donc du vagin. Alors le vagin est barricadé par une bouche qu'on appelle hymen. L'hymen a une origine grecque qui veut dire le dieu du mariage. Aujourd'hui, les hommes, nous avons tendance à chercher les femmes qui sont vierges, les femmes qui possèdent encore leur couche humaine. Cela n'est pas en vain. Comprenez que le tout commence dès la nature. La nature ou l'origine grecque nous dit que l'humain veut dire le dieu du mariage. Ce qui veut dire que les femmes qui sont plus vierges, ou encore qui restent encore vierges jusqu'à un moment, sont susceptibles d'avoir précocement le mariage que les femmes qui sont déjà, bien sûr, déflorées. Dans ce sens que la défloration n'est pas seulement due au coït ou encore rapport sexuel, également des exercices physiques qui interviennent. Mais comprenez que pourquoi les hommes ont toujours tendance à aller vers ces femmes. Parce que qui dirait donc moi-même par exemple, je n'irais pas quand même passer par un chemin qui est effrayé par une autre personne. J'aimerais bien être auteur moi-même de mon propre chemin et puis marcher. Il y a un dicton en passant que je vais tout à l'heure annoncer que il y a un dicton qui dit lorsque vous enfilez une chaussure que celle-ci vous fait mal ou encore votre pied fait mal, ce n'est pas parce que la chaussure n'est pas votre pointure ou encore c'est la faute au pied, mais c'est parce que les deux ne sont pas faits pour aller ensemble. Il faut 2 fois accepter de marcher pieds nus en vue de trouver ou à la recherche d'une meilleure pointure ou monture par rapport à la vôtre. Voilà un peu, allez comprendre un peu ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est tout à fait cette tendance qui attire les hommes vers les filles vierges. C'est parce que déjà, dès la nature, l'hymen veut dire le dieu du mariage. Après cela, on va aller plus voir la physiologie. Je crois bien que ce qui est nécessaire pour la partie anatomique, nous avons compris. La physiologie. Dans la physiologie, on va parler plus de l'ovogenèse. L'ovogenèse, nous comprenons tout ce que c'est le processus par lequel nous obtenons le ovocyte 2, qui par finalité, avec fécondation, va libérer l'ovule. Normalement, on parlerait aussi de l'ovocytation, mais vu qu'on libère
À la fin, il y a fécondation, parce que l'ovule n'est pas issu de l'ovogenèse. C'est l'ovocyte dès qu'on obtient. C'est après fécondation qu'il y a libération donc, de l'ovule. On ne peut pas avoir l'ovule à la fin. Je crois bien que vous me comprenez. Donc à la place, on parlerait plutôt de l'ovocytation que de l'ovulation, parce qu'on ne libère pas l'ovule. Il y a directement libération de l'ovocyte dès qu'il va aller féconder. À ces moments-là qu'on va maintenant avoir notre ovule qui va donc aller à la rencontre des sentières. Alors voilà, je voulais également dire un mot sur la physiologie. La physiologie, on va vraiment être très rapide parce que le temps passe. Il y a ce que nous appelons les ovogonies, qui sont les cellules germinales qui produisent au fait par mitose et multiplication les ovocytes du premier ordre qui vont entrer également en division méiotique, et puis on va arriver à la production des ovocytes du deuxième ordre qui seront là en train d'attendre que arrive donc notre cher spermatozoïde pour le féconder. À ces moments-là, on va maintenant avoir libération de deuxième globule polaire et continuer donc notre marche. Je vous avais dit que je serais très rudimentaire pour faire comprendre ceux qui ne sont pas du domaine. Mais ceux qui sont du domaine, vous savez très bien qu'il y a certains processus qui se déroulent. D'un côté, nous avons l'ovogenèse qui se déroule concomitamment avec la folliculogenèse. Nous avons donc les cellules, ou en fait le follicule les follicules primordiaux, voilà, primaires ou primordiaux, qui entourent avec des cellules granuleuses qui vont passer des follicules primaires, on va passer des cellules secondaires et puis atteindre le follicule donc des graphes qui maturent, qui contient en son sein l'ovocyte qui sera libéré. Alors après libération, l'ovocyte va attendre maintenant l'arrivée des spermatozoïdes qui va donc féconder, avec lequel donc on va avoir la première naissance qu'on appelle les hatching, libération de l'œuf fécondé, qui va commencer son voyage au-delà de trompe jusqu'à atteindre l'utérus. À ces moments-là, l'utérus sera également en train de se préparer. Je suis en train d'entremêler les choses. Vous comprenez que je suis entré dans le cycle ovarien avec l'ovogenèse qu'on a obtenu, notre ovocyte 2, et je suis entré maintenant dans le cycle utérin pendant lequel donc l'utérus se prépare pour accueillir le nouveau donc œuf qui va venir s'implanter là-dessus. Au niveau de l'utérus, nous savons que nous avons le corps de l'utérus, nous avons le corps de l'utérus qui est donc bordé par le fond de l'utérus ou le fond douce de l'utérus. Et puis là, nous avons trois parois. Nous avons donc le périmétrome qui est la paroi séreuse supérieure. Nous avons donc le muscle qui est là, le myomètre. Et puis nous avons l'endomètre qui est une séreuse qui prépare, qui se desquame tout au début dans la phase, comme on va dire, c'est dans la phase folliculaire, concomitamment dans la phase ou dans les cycles utérins où nous sommes aussi dans la phase proliférative. Donc on est dans la phase proliférative au niveau de l'utérus. Par rapport là-bas, au niveau du cycle ovarien, nous sommes dans la phase donc, de folliculaire. Ça va un peu vous compliquer, mais retenons ça comme ça. Ces deux phases se déroulent de manière concomitante. C'est-à-dire nous avons la phase utérine qui se déroule en même temps, nous avons la phase ovarienne. Dans la phase ovarienne, on va comprendre que c'est l'ovogenèse qui se déroule en même temps avec la folliculogenèse, parce que le follicule, c'est comme la caduque, c'est le corpuscule qui recouvre alors notre ovocyte. Vous comprenez un peu? Alors c'est avec maturité, avec le temps comme ça qu'on va les libérer pour aller donc à la rencontre de spermatozoïdes, qui donc est libéré par spermatogenèse. Alors, sur ces points, on va comprendre que dans notre utérus également, il y a préparation. Comme il faut dire, au niveau de l'utérus, nous avons la phase qui est proliférative, nous avons la phase lutéale et nous avons la phase sécrétoire. La phase proliférative et la phase lutérale fait partie de la première partie avant donc l'ovulation par rapport au cycle ovarien où nous avons la phase folliculaire et puis nous avons la phase qui vient lutéale. Et le milieu, c'est la phase donc ovulatoire, donc l'ovulation. C'est ce qu'il faut retenir. Il y a action des hormones qui interviennent, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Il y a les deux plus grandes hormones ovariennes, où les oestrogènes et la progestérone qui interviennent. Nous avons également l'afflux de FSH et la LH qui interviennent proche de l'ovulation. Tout ça va intervenir, mais je n'arrive pas à entrer en profondeur pour donc faciliter la compréhension de nos amis. Je voulais juste nous dire que les cycles ovulatoires et les cycles les cycles menstruels et les cycles utérins se déroulent de la même manière et va de pair comme ça. Ce qui va faire que lorsque nous arrivons à l'ovulation, au 14e jour, qui donc, de tous les cycles, nous avons 28 jours, nous savons que du 1er au 5e jour, au niveau du menstru, nous avons donc la période de menstruation, la desquamation donc de l'endomètre. Après le 5e jour, nous avons le 6e au 14e jour au milieu, nous avons la phase pro-ovulatoire. C'est à ces moments qu'il y a la poussée maintenant des oestrogènes qui commence à revenir par rapport à l'avant dans la phase de desquamation pour permettre bien sûr d'accueillir notre nouveau œuf qui va venir. Et nous avons donc
L'ovulation qui va intervenir au 14e jour. Une fois qu'il y a libération donc, de l'ovocyte 2, qui donc va commencer à attendre l'arrivée donc, du spermatozoïde pour aller bien sûr faire la fécondation, il y aura une poussée d'oestrogène et de progestérone parce que c'est une hormone qui permet donc l'ovulation. En fait, c'est une hormone qui permet donc qui va aider pardon à la fécondation, ce qui veut dire que le taux de progestérone va commencer à augmenter et puis voilà, si la fécondation n'arrive pas, le corps jaune va dégénérer. Le corps jaune qui assurait la sécrétion de la progestérone dégénère et puis nous avons le corps albicans qui arrive et qui est détruit avec donc la poussée de progestérone, avec la poussée des sécrétions, les vaisseaux qui commencent à hyper sécréter, tout ça va être synthétisé comme des ordures à éliminer sous forme donc des règles. Raison pour laquelle les règles ne sont d'autres que la conséquence de l'absence de la fécondation. Mais une fois qu'il y a fécondation, le taux de progestérone va augmenter pour permettre à ce que l'œuf puisse être quoi, puisse continuer sa marche. Alors, avec le temps, vous allez remarquer que cette poussée de progestérone sera assurée plus par le corps jaune, avec je crois 4 et 5 mois comme ça, va être assurée par le plancétal même, qui va donc sécréter certaines autres hormones. Donc voilà un peu ce qui arrive chez la femme pendant donc quelques minutes, ce qu'il faut comprendre. Donc nous venons de voir l'anatomie de l'appareil génital, nous avons vu sa physiologie, nous avons vu la femme sur le plan social, comment est-ce qu'elle est un peu différente par rapport à l'homme, et nous avons présenté un peu quelques astuces de cycle ovulatoire comparablement au cycle ovarien. Nous avons vu là où ça situe donc l'ovogénèse au niveau des ovaires, alors que le cycle utérin s'y prépare donc au niveau de l'utérus. En bref, vous comprenez que nous sommes du vagin, nous montons dans le vagin, il faut avoir comme ça l'idée. Le col de l'utérus, vous entrez dans le corps de l'utérus, j'ai parlé du col, et puis le corps de l'utérus, le fundus de l'utérus qui se compare avec aussi le fundus du pubus, et puis vous remontez vers le trompe, dans l'isthme du trompe, vous arrivez au niveau de l'ampoule, et puis le fundibulum, facilement vous arrivez déjà à voir les ovaires qui sont donc situés sur le point des lances. Voilà un peu, donc bref, la femme est plus forte que l'homme sur certains points, et l'homme reste toujours la source de sa naissance. Il ne faut pas les dire, il ne faut pas les refuser. Alors, donc, notre sujet du jour prend fin là. Je vous remercie. Restez dans le mode confinement. Notre prochaine vidéo se prépare pour demain. Merci.